Sur l'organisation même de cette structure à venir, il y a des inquiétudes. L'opération est en cours jusqu'au 5 juillet prochain. Mais comment dissiper les inquiétudes des Camerounais? Alors moi je pense pour un projet comme celui-là, qui rentre dans le cadre normal de fonctionnement d'une société anonyme, l'inquiétude des gens doit nécessairement tourner autour de la sécurisation de leurs investissements. En matière de management, sécuriser l'investissement dans une entreprise ne se limite pas à l'organisation. Il y a des étapes en amont qu'il faut déjà valider. Donc je m'en vais un peu parcourir ces étapes-là pour qu'ensemble on puisse bien comprendre de quoi il est question. Alors la première partie, c'est que même si vous avez une bonne organisation et que le projet est bâti sur des défis, une vision, des objectifs et une stratégie inopérante et non pertinente, en fait votre organisation vous amène tout simplement dans le vide. Donc la première partie qu'il faut valider ici, est-ce que le projet ici est pertinent au regard des défis, au regard du marché et au regard de la stratégie qui a été mise en place. Donc ma réflexion là-dessus dit c'est bon. Il y a un marché réel, Douala a besoin des investissements et il y a des projets générateurs de revenus qui n'attendent que des investisseurs. Maintenant, le choix stratégique est de dire ceci. On va essayer de ne pas jeter notre pays en pâture. Plutôt que de faire recours à des gros investisseurs étrangers, on va voir avec des Camerounais si on peut pour une fois se réunir et mettre nos fonds ensemble et investir sur notre pays pour que quand il y a des retours sur investissement, que cela nous permette de continuer à développer notre pays. Et ça, c'est une chose importante, c'est une problématique africaine, noire, qui continue aujourd'hui à préoccuper toute personne consciente. Parce que notre indépendance, si durement et chèrement acquise, ne peut pas être totale si nous ne parvenons pas à être les propriétaires de gros investissements dans nos pays. Donc, ça aurait peut-être été plus simple si on avait fait appel à un investisseur étranger et qu'on lui aurait donné ces éléments dans des contrats beaucoup plus adaptés du style partenariat public-privé, hein, le BOI par exemple. Non, je pense que pour une fois, on a voulu prendre le risque que nous-mêmes on prend en main nos choses. Ça c'est important et pour moi c'est une bonne initiative. Ça c'était sur la partie vision, stratégie, marché. Donc dès que je valide ça, je peux passer à l'autre partie. Est-ce que l'organisation qu'on va mettre en place pour supporter ce projet est une organisation pertinente? En matière de management, on vous dit une organisation pertinente est celle qui permet d'atteindre les objectifs. Et les objectifs c'est quoi? C'est développer la ville de Douala, c'est impliquer la population dans la gestion de la chose qui leur appartient, parce que ça également, on ne le dit pas assez. Si on crie qu'il y a des problèmes de gouvernance dans ce pays, c'est certainement parce que le peuple n'a pas un cadre qui lui permet de participer. Mais pour une fois, voilà une opportunité qui nous est donnée. Impliquez-vous dans la gestion de votre cité. Bien, donc je disais, dès que ces éléments sont donc gérés, on se pose la question, est-ce que l'organisation est pertinente? Elle est donc pertinente au regard des objectifs. Et donc quand je regarde cet organigramme que nous avions, est-ce qu'elle intègre toutes les fonctions techniques de la structure? Je dis oui, ça c'est technique. Est-ce que les mécanismes de coordination et de supervision sont clairs? Je dis oui, c'est là-dedans. Est-ce que les mécanismes de contrôle qui permettent de garantir la sincérité, la cohérence, la pertinence des opérations qui ont été programmées à l'intérieur des plans d'investissement sont efficaces? Est-ce qu'ils sont prévus? Je dis oui. Et quand je regarde cet organigramme, je me rends bien compte qu'on a une structure normale avec un conseil d'administration qui naturellement sera sous une assemblée. Et à côté de ce conseil d'administration, on a deux dispositifs importants. On a un comité d'audit dont le travail consiste exactement à suivre l'activité quotidienne et informer le conseil d'administration. On est même allé plus loin en prévoyant un comité de rémunération. Parce que nous avons vu dans des entreprises que lorsque ce comité n'existe pas, souvent il y a des dirigeants qui commettent un certain nombre d'écarts qui ne sont pas tolérables. Le même comité d'audit et de rémunération va également assister le directeur général. Donc on ne lui donne pas une machine et on lui demande de la conduire comme il veut. Il y aura un comité d'audit qui va contrôler son travail au quotidien,
qui va justement émettre tous les avis, toutes les réserves à l'endroit du conseil d'administration, qui peut donc se réunir à tout moment pour réguler les choses qui sont nécessaires. Maintenant, si vous prenez sur le plan plus technique maintenant, cette société fait quoi? Elle va faire de l'investissement. Et je vois bien qu'il y a un pôle d'investissement avec des équipes d'investissement qui seront certainement ouvertes à l'expertise externe. Cela veut dire que quoi? Comme c'est une société, une sorte de holding, et qui va créer d'autres sous-entreprises, dès qu'elle sera sur un projet qui nécessite une expertise technique, on mettra en place certainement une autre entreprise, puisqu'on est une holding, on sera peut-être propriétaire, en fait détenteur de la majorité du capital de cette entreprise-là, peut-être en partenariat avec un autre partenaire technique, qui cette fois-là ne viendra pas seulement gagner de l'argent, mais viendra également s'impliquer parce que si le projet n'a pas de résultat, elle-même n'aura pas de retour sur investissement. C'est entre autres mécanismes. On a également un pôle gestion du projet. Vous savez que ce genre d'entreprise ne fonctionne que sous mode projet. C'est vrai qu'il y a un mode opération après. C'est-à-dire chaque fois, on commence un projet, on le gère, on le met en œuvre et puis on met en exploitation pour certains cas. Parce qu'il n'est pas interdit à la société également de réaliser des projets pour quelqu'un d'autre. L'État peut demander qu'on réalise un projet pour lui, on réalisera son projet. Donc, à cette partie-là, je me rends compte justement, la structure de gestion de projet, elle existe. Et c'est une bonne chose parce qu'il y a également des équipes projets à l'intérieur. Dans la partie opération maintenant, c'est-à-dire quand on a fini de construire un projet, il faut qu'on mette le projet en exploitation. Et à ce moment-là, on a toutes ces fonctions support qui comprennent et les ressources humaines et les ressources financières et toute l'expertise en matière de gestion. Donc quand je regarde l'ensemble de ces grandes données-là, je dis, ok, la structure organisationnelle telle qu'elle a été prévue, elle répond aux exigences d'une telle entreprise. Bien plus encore, ce qui m'intéresse là-dedans, c'est la simplicité de l'organisation. Je trouve qu'elle n'est pas costaude. Et quand j'ai fait le ratio entre le nombre de postes support et de postes techniques, je me suis rendu bien compte que les postes support de l'administration sont nettement inférieurs. C'est pratiquement le 1/5 de l'ensemble des effectifs. Vous savez que nos employeurs ont également ces problèmes. Parce que souvent, quand vous regardez la répartition des charges de l'entreprise, surtout dans les entreprises publiques, c'est vrai, ce n'est pas une entreprise publique ici, il faut le dire, alors on se rend souvent compte que la structure administrative consomme beaucoup plus de ressources que la structure technique. C'est-à-dire que quoi? L'entreprise, au lieu de se concentrer à financer son activité et sa production, met plus de temps à financer le fonctionnement, le contrôle, et du coup l'entreprise est tournée vers elle-même au lieu d'être tournée vers le client. Ça, c'est un élément important également que j'ai vu là-dedans. Un autre élément très important qu'il faut le dire. Nos entreprises publiques souffrent de quoi? De la bureaucratie, des lourdeurs administratives. Cette structure, si elle fonctionne comme telle, elle sort totalement de ce cadre-là et va permettre une réactivité rapide, une centralisation sur les besoins du client. Donc, sera une entreprise qui fonctionne sur la philosophie d'une entreprise privée, qui est managée sur la philosophie d'une entreprise privée, qui est astreinte à des obligations de résultats et qui doit produire des résultats, sinon les dirigeants seront sanctionnés. La dernière chose, c'est maintenant les règles de fonctionnement. J'ai regardé les politiques de gestion. Parce que quand vous avez une organisation, un organigramme, en lui-même, il ne veut pas dire grand-chose si vous ne le documentez pas avec et des fiches de poste qui décrivent justement les fonctions de chaque poste de travail. J'ai également regardé ces documents et j'estime que c'est bien fait. Donc l'autre élément maintenant, les politiques de gestion. J'ai vu l'énoncé des politiques de gestion. Et celle qui m'a le plus intéressé ici, c'est celle notamment liée au recrutement. Parce qu'une fois que votre organisation est mise en place et que les ressources sont mobilisées, vous avez un problème en bas, il faut la piloter. Souvent l'organisation peut être bonne, mais le pilotage pose des gros soucis. Et les soucis commencent au moment du recrutement. C'est pour ça que j'étais très content en lisant dans le document que le poste de directeur, c'est un poste qui va être fait sous appel d'offres international. Très bien. Il en est de même pour les autres postes de chef de département. Ce qui veut dire que quoi? Ces gens seront sous contrat. Et tout naturellement, s'ils ne produisent pas les résultats, alors l'entreprise à travers son conseil d'administration, naturellement, va devoir sévir.